Kenouche ce matin, oui. Ça va, Radia? Ça va. Bon, on va pas les préparer, les plats, Voilà, vous savez. les on va téléspectateurs juste... qui sont habitués à votre Tout à chronique fait. vont croire que vous avez changé de créneau. Non, en fait, on parle juste de l'origine de ces plats, Absolument, d'où ils nous absolument. viennent, comment ils ont pris cet aspect qu'ils ont aujourd'hui. Bon, la différence qui existe entre plusieurs régions, etc. Donc on va commencer comme nous avons une préparation ramadanesque si on veut. Moi, alors aujourd'hui je vais vous parler de shorba. Ah oui. Déjà le mot shorba. Elle est la reine de la Ah, table au mois de moi, je suis en train de Ramadan. Vous savez, il y a des Elle gens se qui... décline dans différentes variétés. En tout Exactement, mais en tout cas, ça se dispute entre shorba et harira. cas. Oui. Mais faut dire ce qu'il en est. Il y a des gens qui sont rares, mais il y a des gens qui mangent pendant le Ramadan, qui cuisinent comme tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de préparer une shorba shorba blanche d'emblée. ou rouge tous les jours, mais c'est plutôt des potages, des soupes, etc. J'en connais, d'accord? Donc il y a des gens qui ne... Elle est là. Par exemple, elle est là. Elle est là. Regardez. Oh, Je varie. avec shorba. D'accord, shorba, ça. Magique platinium. Voilà, par exemple. Alors pour certains, Du c'est platinium. quand même, hein, c'est. Oui. On a l'impression que c'est un. Bon, c'est rien Sacrilège. du tout. Oui, oui, bah, ça devrait, mais bon. En tout cas, shorba, donc quand on dit shorba, donc nous avons une racine arabe, sharaba, donc c'est un liquide, on parle automatiquement d'un liquide. Alors, shorba, il faut dire que les Ottomans, quand ils sont arrivés, les janissaires surtout, connaissaient ce plat déjà, ils le préparaient, et chaque troupe de janissaires avait son propre chaudron et son propre cuisinier qui leur préparait leur shorba, d'accord? Donc, il faut pas voir cette shorba rouge. Elle ne l'était pas forcément. C'est-à-dire que c'était une soupe, on ne sait pas ce qu'on mettait à l'intérieur, mais en tout cas, il n'y avait pas de tomates. C'était chaud et c'était liquide. C'était chaud, c'était liquide, il y avait des légumes, certes, Oui. mais bon, on va pas dire que c'est la shorba actuelle, parce que, je vais vous dire pourquoi, 16e siècle, la tomate n'était pas encore vulgarisée. Donc la tomate, il faut donner le temps. C'est vrai que Christophe Colomb est déjà parti aux Amériques, mais il fallait attendre quand même un certain moment pour que le fameux légume, Oui. ou fruit, Oui. Non, légume, plutôt. Un fruit. C'était légume. C'est un fruit. Allez, on parie combien? Je sais pas. Je sais que le Bon, concombre... voilà. Deux sacrilèges. Alors, Je sais que le concombre est un Paris de fruit. bon matin. Parier de bon matin, Je c'est un sais que sacrilège. le concombre est un fruit, Oui. mais je pense que la tomate... La tomate aussi. D'ailleurs. J'en suis sûre. En tout cas, Allez, on la y va. tomate n'était pas très vulgarisée, donc ce Tout n'était à pas fait, quelque tout à chose fait. qui rentrait dans les plats comme ça. Les janissaires avaient un rapport assez particulier avec leur shorba. C'était même un symbole de la troupe, même que quand ils se disputaient entre eux et que le commandant ou le général devait voir que ces hommes se sont disputés, qu'ils ne sont pas d'accord pour un détail, ils renversaient leur shorba. Le chaudron. Ouais. Donc le chaudron était renversé, la shorba n'y était plus, et quand le chaudron était renversé, c'est un symbole et c'est un signe de mécontentement. D'accord. Voilà, donc mesdames, prenez des samples. Voilà. Si jamais monsieur vous dérange, vous renversez le chaudron. Oh là là. Bon conseil, tout le monde. De bon matin. Voilà. Donc, ça, c'est une tradition, comme je le disais, non pas turque. J'ai pas envie de dire que c'est turc, mais je disais que c'est ottoman. C'est Parce que les ottoman, Ottomans, c'était un mélange. Mais c'était quand même, comment dire, c'était un empire qui allait jusqu'en Arabie. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui est venu d'un petit peu partout. Maintenant, il y a eu des variétés. Chacun l'a adapté à sa région. Chacun l'a adapté à sa façon de voir. Bon, faut pas imaginer qu'il y avait des frics ou des blés concassés. Le blé, c'est chez nous. Parce que chez nous, la récolte ou les céréales, la nourriture, si on veut, qui est vraiment disponible chez nous, ce sont, on le sait, le blé, donc nous avons beaucoup de blé. Alors nous et les Syriens, nous mettons du blé concassé comme le borol ou comme oui, eux ils ont cette coutume d'utiliser le blé. Pourquoi? Parce que ça pousse le blé en Syrie. Hein, il y a une bonne production, de blé. Donc que ce soit. Et nous avons été greniers de l'Europe pendant exactement. longtemps. Donc c'est pour ça que chez nous, shorba, il y a du blé. Alors il y a du blé concassé ou du blé avec des pâtes, hein, parce que le qatfa ce n'est qu'une
Il est concassé dès le départ, c'est-à-dire de la récolte, c'est-à-dire qu'il est encore vert. Il est encore vert. Et puis on le met dans la grande meule. Pour la shorba. Exactement. Donc on le met dans la meule et on tourne. Des fois un petit peu, des fois pas vraiment. Donc dès que la vitesse, le moule électrique. Maintenant on faisait avec la meule, c'était la main. Hein. Et bon, première vitesse, deuxième vitesse et troisième vitesse. Donc ça dépend comment vous travaillez. Donc il y avait le fric, il y avait le mermez, il y avait le bourgogne. Automatiquement, c'est toujours du blé concassé. Si vous prenez une shorba de l'Est algérien ou géri de l'Est algérien, c'est bien sûr tout simplement c'est du fric. C'est du fric, c'est pas le fric, hein, c'est pas l'argent. Voilà, donc c'est du blé. C'est du blé très bon. Actuellement, elle est très rouge, la shorba. Dans l'algérois, elle n'était pas. Elle était blanche. C'est une shorba qu'on préparait à base de mqatfa et de coriandre, mais elle était blanche. Et on pouvait y mettre aussi un petit peu de riz. Donc, ce qu'on appelle shorba betab. Et ça s'est développé, en tout cas, le fric a intégré la shorba algéroise. Oui, c'est vrai, mais à condition qu'elle soit rouge et non pas blanche. Alors, on passe au deuxième plat, si vous voulez bien. Alors, j'ai envie de vous parler de trida. Alors, trida, ce sont des petits carrés, vous savez, les petits carrés qu'on fait cuire d'abord à la vapeur. C'est des carrés de pâte, bien sûr, qu'on prépare. Normalement, nos grands-mères les préparaient chez elles à la maison. On faisait cuire à la vapeur et à côté, on préparait la sauce. Et puis, on mettait à mijoter sur un tout petit feu et on mettait la sauce et ça mijotait, ça se mélangeait. J'ai l'eau à la bouche, ça t'asseoir, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, d'où ça vient trida. Alors, il faut savoir que le mot trida ou terid est un ancien mot arabe et qui signifie toute pâte. Il y a l'image maintenant, c'est encore pire. Ça signifie toute pâte qui, bien sûr, qui est arrosée de sauce avec une viande. Avec une viande. Voilà. D'où ça vient. L'origine de ce mets qui n'est autre que des pâtes émiettées. Ce qui est probable, c'est que ça vienne de l'Est, dans la mesure où ce plat est plus utilisé à l'Est. Figurez-vous que ça remonte à très longtemps. Très longtemps. C'est un plat qui a plus de, on va dire... C'est pas l'Italie 1800, attendez, 1800 plus 2000, ça fait 3800. Donc c'est un plat de 3800 ans. Oui. N'est-ce pas? C'est très ancien. C'est un plat qui remonte au prophète Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète Ibrahim alayhi salam, il a eu un jour la visite de 2 anges. Et là, il ne savait pas quoi leur donner à manger. Il avait du bœuf et il a demandé à sa femme Sarah de préparer quelque chose. Elle ne savait pas, vous savez, comme nous, comme ça, elle va vite. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a juste émietté des pâtes. Elle a émietté du pain ou des pâtes, ce que vous voulez. Et puis, elle les a arrosées de sauce avec de la viande. Donc, d'après la tradition, dans les anciens livres, on lit que c'est-à-dire le premier qui a émietté les pâtes et il les a arrosées avec de la viande au bœuf, c'était Ibrahim al-Khalil lorsqu'il a reçu la visite. La sauce au bœuf, pas de la viande au bœuf. La sauce au bœuf. Alors, voilà, donc la sauce au bœuf. Le premier qui a fait, donc qui est arrivé ou peut-être Sarah, parce que bon, on suppose que Ibrahim il était avec les invités et Sarah dans sa cuisine, comme ça elle va vite. Donc trida, c'est tout ce qui est arrosé. Donc on peut même dire que chouchoura est un terid aussi, parce que c'est des pâtes arrosées avec une bonne sauce. Si c'est du bœuf, donc c'est du terid. Ok, donc on l'appelle maintenant, trida, c'est un plat bien connu chez nous, etc. Mais quand on prend une généralité, quand vous allez dans les scènes arabes, etc., terid, c'est toute pâte, bien sûr, avec de la sauce au bœuf. Voilà. Donc voilà ce que c'est terid. Passons au Ortaïef à présent. Ortaïef, c'est toute une histoire. Est-ce qu'on revient vers les Ottomans ou pas? Non, on n'en revient plus longtemps. On remonte plus en arrière. Voilà, on prend toujours cet ascenseur du temps. On va à Damas. Nous sommes au 8e siècle et fin du 7e, début du 8e siècle, il y a un roi omeyyade qui porte le nom de Abd Malik ibn Marwan. Et Abd Malik ibn Marwan était obèse. Il souffrait d'obésité. Il mangeait
C'est-à-dire, il mangeait. 2 kilos d'amandes, 3 poulets, il mangeait. Et il souffrait effectivement d'essoufflement, peut-être de diabète, enfin, il avait tous les syndromes d'un homme obèse. Et les médecins ne pouvaient pas soigner son mal, ni soigner sa douleur. Il est tombé un jour sur un médecin persan et qui lui a proposé une recette. Il lui a dit, ne mangez absolument rien à part ce que je vais vous donner, ce que je vais vous prescrire, parce qu'apparemment c'était une recette médicinale. Donc, vous voyez, bon, alors il lui a préparé ce qu'on appelle actuellement dans la région orientale le kunafa, hein, et ce qui est chez nous appelé le qtaïf. Il lui a préparé une bonne rondelle de qtaïf avec quoi à l'intérieur? Du fromage, la kunafa. Non, pas de fromage à cette époque-là, d'accord? Donc, il y avait quoi? Il y avait des amandes, des pistaches, des noix, des noisettes, des cacahuètes. Je ne pense pas, ce n'était pas l'époque ni la région, mais une bonne rondelle avec, je répète, des fruits des secs. amandes, des noix, des noisettes et surtout des pistaches. Et tout ceci, déjà c'était lourd, hein, tout ceci était enrobé de beurre traditionnel ou de semen, si on veut, donc de dhen, et aussi de miel pur. D'accord, beurre clarifié et du miel. Donc je vais vous dire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est Si tout ça, c'est bon, c'est pas néfaste. Si vous mangez un morceau comme ça, vous ne pouvez pas manger durant toute la journée. Oui. Parce que ça bourre. Oui, tout à fait. Déjà que c'est lourd, avec des fruits secs, un mélange de fruits secs, c'est très énergétique. Et bourratif en même temps. Et bourratif. Parce qu'il y a du miel, le miel pur, c'est un coupe-faim. Et du coup, la recette était un coupe-faim plus qu'une douceur. Très bien. Et Abdelmalek Ben Marwan, en mangeant le qtaïf, a commencé à perdre du poids. Et il a aimé. Et on continue maintenant à préparer. Mais c'est vrai que dans les mets traditionnels syriens, le qtaïf sont présents. Ils sont très présents. De différentes manières. Exactement. Maintenant, les fromages, ça vient bien après. Hein. Les fromages et produits laitiers dans la cuisine et tout. Non, il n'y avait pas ce luxe. On était très terre à terre, question cuisine. Vous savez, le luxe dans la cuisine est né en Andalousie avec Zeriab. Absolument. Alors, il y a eu l'Andalou, il y a eu plusieurs. Alors, déjà, il y a eu le premier livre de cuisine, et puis il y a eu cette tradition d'innover, de revisiter les choses, d'essayer de nouveaux ingrédients. Vous savez, l'Andalousie était très proche donc de certains pays qui n'étaient pas accessibles. C'était une cuisine méditerranéenne en même temps, mais c'était très raffiné. Et c'était très raffiné, c'était de l'aigre doux, c'est le début de l'aigre doux. C'est le début de l'aigre doux. Donc voilà, entre autres, ce n'était pas franchement la cuisine rustre, classique, carrée, qu'on connaissait, que le monde connaissait avant. Voilà, donc c'était notre shorba, trida et qtaïf. Bon appétit à vous tous, même ce qui soit. C'est un peu tôt pour le dire. On s'excuse encore une fois pour ceux dont on a titillé un petit peu les papilles et les envies. Voilà. Merci infiniment. Mais je vous en prie, ça fait un plaisir. Vous êtes pardonnés. Manish.